Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est une image en architecture? Donc, on pourrait penser à une image en architecture, par exemple, comme un rendering. Ici, vous voyez un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé en veste qu'architecte à Bruxelles. Un rendering qui est en articulation, donc ou en visualisation d'un plan ou d'un modèle qui est préexistant à cette image. Donc, il y a quelque chose, l'image est toujours quelque chose qui vient après un plan ou un modèle. Et ça, c'est, si vous voulez, convient aussi avec ce que, par exemple, Le Corbusier écrivait dans Vers en architecture, les plans et les générateurs. Donc, les plans ou dans ce cas, les modèles est toujours avant l'image. Et l'image est toujours quelque chose qui vient après ou est plutôt quelque chose de dérivé, un dérivatif. Donc, l'image n'est jamais quelque chose d'original. Et aussi, dans l'étymologie d'image, on peut trouver le fait que l'image est une copie, une imitation. Donc, n'est jamais quelque chose d'original, quelque chose de contingent ou dont, au contraire, le plan est aujourd'hui avec aussi les BIM, par exemple, ou les 3D, et le modèle est toujours la chose originale, la chose dans laquelle l'image trouve sa origine. Et cette préjudice d'image comme un dérivé ne se limite pas tout à fait à l'architecture. La question de l'image et de sa trahison est en question surtout, je dirais, philosophique. Donc oui, on peut parler de Platon, de Baudrillard, de Hume, de Debord, et l'image peut être un simulacre, un idole, un spectacle. Donc l'image était pour beaucoup de temps en question centrale aussi de la philosophie en question qui est ici, par exemple, mise en scène aussi par la peinture de René Magritte. Ceci n'est pas un pipe, donc il ne s'agit pas d'un pipe, mais d'une représentation, d'une image d'une pipe. Et image et chose ne sont pas la même chose. Donc, il ne s'agit pas d'un problème on pourrait trouver en architecture, mais aussi dans le domaine de la connaissance. Donc, face à la connaissance, l'image est toujours quelque chose de trompeuse. Bon, ici, je vais un peu vite sur l'histoire philosophique, mais euh, je m'excuse pour ça, mais on peut parler plus à fond après aussi. Euh, et ça nous ramène à ce que pourraient être considérés dans une certaine mesure les projets de la pensée occidentale et de la modernité même. Donc, c'est débarrasser des images pour arriver à une connaissance pure et transparente. Et les mythes tout à fait modernes de la transparence, en quelque manière, à faire avec ça, on peut lire la structure des choses de manière assez claire. On peut voir la vie comme dans un laboratoire scientifique où l'observateur n'a pas d'agence. Donc, il voit les choses à manière transparente. Donc, à la limite, en vision pénétrante, il n'y a pas de résistance matérielle, pas d'opacité et, je dirais, pas d'image exactement dans le sens d'une image trompeuse. Et j'ai choisi cette image de la ville à Farnsworth de Mise, on pourrait dire en traduction architecturale de ces mythes de la transparence, mais j'aurais pu aussi parler du pavillon de verre, par exemple, de Bruno Taut, du Gropius de Mayer de la Bauhaus, ou encore plus loin du Bentham et de la prison parénautique, ou par exemple du Crystal Palace de Londres, ou encore de ces projets de mise qui n'est pas assez connu pour un bâtiment de bureaux. Et dans les mots de mise même, ces projets ou ces bureaux, ces bâtiments de bureaux est un symbole d'économie, de travail, de clarté. Donc, une architecture, on pourrait dire, un peu contre l'ornement, dans les mots d'Adolf Loos, contre l'opacité, contre la paresse aussi. Donc, une architecture pour le travail, pour la transparence, pour la lisibilité dans certaines vérités. Donc, la manière dans laquelle je voudrais proposer de le lire, donc une architecture sans image. Si on pense toujours à l'image dans ce sens philosophique de quelque chose qui trompe la clarté de notre vision et de notre compréhension. Je ne vais pas m'allonger sur
trop sur sa thématique, mais je voulais, si vous voulez savoir plus, je vous suggère ces livres édités par Michael Mann, Ghost of Transparency. Donc, la transparence comme fantasme, la transparence devient elle-même une image. Il y a une collection de contributs, d'essais par de différentes personnes. Et j'ai aussi ici écrit les premiers essais qui a donné après le cours et l'origine à ma thèse de doctorat, donc, et qui était précisément sur le thème de la transparence et de le mythe de la transparence. Mais mythe de la transparence, je disais mythe moderne, mythe en connaissance sans image, dans architecture sans ornement, mythe qui reste tel, il reste un mythe, n'arrive pas à devenir réalité. Notre référence pour parler de la fin précisément de ces mythes, Jean-François Lyotard, j'aime beaucoup de citer cette référence, La condition postmoderne, un rapport sur les savoirs, et un livre aussi qui, probablement vous le savez mieux que moi, parce qu'il était commandé aux philosophes français par le gouvernement de Québec. Et en synthèse extrême, ce qui m'intéresse souligner de ce livre, c'est que ce qu'il a écrit, c'est que dans les sociétés informatisées, les savoirs changent sa nature. Le savoir devient externalisé par rapport aux sachants, parce que bien sûr, les savoirs deviennent informatisés, donc il y a une externalisation de savoir et devient un fait d'information. Elle devient en fait numérique. Donc, pour cette raison, Lyotard écrit, le savoir perd sa valeur d'usage et devient plutôt comme une commodité, comme quelque chose qui est produit pour être échangé, pour le même fait qu'il devient quelque chose d'extériorisé et lié à quelque chose comme et pourquoi doit être parce que devient traduit dans quantité d'informations. Donc, il devient quelque chose qui est plutôt proche, est plus proche à, par exemple, à l'argent, quelque chose qu'on échange, l'argent qui est aussi, si on veut, en forme d'image. L'argent représente toujours quelque chose d'autre, il est utilisé toujours pour acheter quelque chose d'autre, mais en image sans en référence précise. Donc, l'argent, si vous voulez, dans certaines parties, partage aussi au niveau philosophique avec l'image un certain préjudice. Non? Donc, si on lit Aristote et aussi Platon, l'argent est toujours un problème parce qu'il représente quelque chose qui n'est pas là. Il a l'image trompeuse de quelque chose. Non? Et ce que Lyotard souligne dans ses écrits, c'est précisément le savoir devient quelque chose qui n'est pas cherché ou articulé pour être utilisé, pour ainsi dire, mais quelque chose qui est produit pour être échangé. Donc, elle devient quelque chose plus, une sorte de marchandise. Et ça, c'est un des traits qui caractérise les passages de la modernité en conditions que Lyotard appelle précisément postmoderne. Donc, dans ce sens aussi, échec du mythe moderne, échec du mythe de la transparence moderne. Donc, question des images, on a dit trompeuse, contingente, mais aussi nécessaire. Et ça, je trouve que c'est une question qui se pose aujourd'hui, pas non plus, pas seulement par les choses qui j'ai mentionné de Lyotard, les mots de Lyotard, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on voit avec une certaine évolution de digital, on a les fake news, cette image qui sont encore un peu plus, sont encore plus proches de la réalité, mais sont trompeuses. On a l'intelligence artificielle, la question sur les faits, est-ce qu'il y a une originalité des choses? Est-ce qu'il y a une violation de la propriété intellectuelle? Donc, toutes ces questions sont, je trouve, qui mettent la question philosophique et architectonique de l'image au centre. Donc, c'est une question actuelle, contemporaine, mais aussi, comme on avoue, avec une longue histoire. Et c'est précisément sur cette question et sur ce terrain qui s'inscrit ma recherche de doctorat, comme
Michael avait dit, elle a commencé dans le 2017 à l'École polytechnique de Vienne et j'ai eu l'honneur de le publier l'an dernier sur ce fond de livre. Mais comme vous voulez, le livre ne s'appelle pas Image, s'appelle Upon Entropy, Architectonics of the Image in the Age of Information. Donc, le titre principal n'a pas l'image dedans, mais a ce concept qui est l'entropie. Pourquoi l'entropie? Un concept un peu pour certains, dans un certain côté un peu énigmatique, mais aussi un peu abusé, et je me mets dans les abuseurs, mais je trouve que c'est un conseil, un clé assez intéressant pour comprendre le thème de l'image aujourd'hui et aussi de le comprendre en termes architectoniques. On va voir comment. Donc, en termes de physique classique, l'entropie est compris comme une sorte d'index d'énergie pas disponible à être traduit en travail physique. Et j'aime penser, dans ce sens, l'entropie à une sorte de paresse du système physique. Non? Il y a une énergie qui n'est pas plus disponible à être traduite en travail. La deuxième loi de la thermodynamique dit que dans un système isolé, l'entropie est une fonction qui ne diminue pas avec le temps. Donc, elle est toujours destinée à augmenter. Et c'est pour ça, par exemple, que après sa découverte, certains scientifiques ont craint que ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Donc, si l'entropie va toujours augmenter on va vers un état de complet dédifférenciation de l'univers et l'univers va mourir, non? Mais ce n'est pas le cas encore. Et l'entropie est aussi souvent mentionnée comme une sorte de mesure de désordre. Ça n'est pas exactement le cas, mais c'est intéressant aussi de parler de ça, parce que ça est dû au fait qu'au niveau microscopique, la connaissance de l'entropie correspond à ce qu'on peut appeler un certain mélange, un certain métissage. Si on a une chambre chaude et une chambre froide, le bleu et la rouge, quand on ouvre la porte et en mettant en contact les deux, on arrive à obtenir deux chambres avec la même température. Et ça veut dire qu'on ne peut pas, dans le deuxième cas, on ne peut pas distinguer entre les deux. Elles sont les mêmes. Donc, dans ce sens, il n'y a pas plus d'ordre. Parce qu'on passe dans un état où les choses sont divisées et on peut lire un ordre entre les choses, et dans un état qui est indistingué, donc où l'entropie est augmentée. Donc, en disant en termes assez simplificatoires, je m'excuse, mais c'est pour souligner les aspects qui m'intéressent qui m'intéressent parler de l'entropie. Et ça, parce que ça nous aide à comprendre la raison pour laquelle, dans les derniers siècles, l'entropie devient une notion fondamentale pour la théorie de l'information. Il passe d'une théorie de thermodynamique à l'information. L'entropie est liée à la manière dont où nous distinguons les choses. Distinguer, lire, connaître, ils sont liés à une variation de l'entropie, dans ce cas, en diminution. Donc, comprendre les choses, distinguer, mettre ordre à les choses signifie en quelque manière invertir cette ligne irréversible qui dit que l'entropie augmente toujours. Donc, il faut chercher en quelque manière de la diminuer, mais pas dans un niveau d'un système clos physique, mais plutôt dans un rapport entre observateur et observé. Donc, ça, on va voir aussi à faire avec aussi la révolution quantique. Il y a donc un échange entre l'observé et l'observateur, un échange qui se passe en termes d'énergie ou d'information comme en quantité physique. Donc, il y a quelque chose de physique aussi dans l'intelligence, si on veut. Non? Donc, il y a quelque chose de physique aussi dans la manière dans laquelle on regarde les choses. Donc, il y a quelque chose de physique lié avec l'entropie aussi dans les images. Non?
Et ce lien observé entre observé et observateur, comme je le disais, est aussi un noyau fondamental de la physique quantique. On ne peut pas mesurer en même temps vitesse et position, vous le savez, d'un électron. Et la multiplication de la vitesse par la position est toujours différente de celle de la position par la vitesse. Il y a toujours une différence de ces IH qui reste, pour ainsi dire. Non? So, il y a toujours un principe d'incertitude, un flou qui trompe notre vision complètement transparente, en manière analogue à celle de l'image. Ce qui change de ce que je disais tout d'abord sur l'image, c'est que maintenant, il y a aussi quelque chose de physique. Donc, on peut presque la calculer. Calculer, ce n'est pas exactement les termes exacts, mais il y a quelque chose qui nous prouve que la communication et l'intelligence, si on veut, euh, est en fait aussi physique. Donc, l'image devient quelque chose de physique, si on veut, mais aussi le regard, aussi la physique ou la clarté de la physique devient quelque chose qui est lié à une imagination, si on veut. Non? C'est quelque chose pas seulement scientifique en termes objectifs et impartiels. Donc, avec l'informatisation, avec Lyotard et avec aussi la physique quantique, on voit donc un retour de l'image, si on veut, de sa inévitabilité. Et contrairement à sa conception classique, pour ainsi dire, cette image n'est pas une dérivée du réel, mais plutôt la condition sans laquelle aucune connaissance ne peut pas être possible. Donc l'image devient comme quelque chose a priori, pas ex post, pas après, pas dérivé, mais quelque chose de laquelle on a besoin pour connaître. Donc, cette condition demande un nouveau aussi type d'image, donc, ou quand même une image conçue différemment. Une image qui n'est pas vraiment artistique dans le sens complètement subjectif, mais non plus purement scientifique dans le sens strictement impartial et objectif. Quelque chose un peu plus de mélangé. Une image qu'aujourd'hui, je voudrais proposer comme architectonique. Et pourquoi architectonique? Donc, on a parlé d'image, de la connaissance, de l'information, mais quel est le rapport avec l'architecture? Donc, tout d'abord, il y a dans l'architecture, vous le savez, une inversion intéressante au niveau de la représentation. L'image architecturale est une image qui ne décrit pas la réalité. Au contraire, l'image architecturale invente la réalité. Elle décrit quelque chose qui n'existe pas ou pas encore. Donc, elle n'est pas strictement figurative, mais tantôt qui est préfigurative. Donc, il n'y a pas un objet et après sa image, mais l'image précède incalculement l'objet, et c'est pour ça qu'on parle de projet. Mais, et ça c'est important, cette inversion ne se déroule pas de manière totalement détachée de la réalité. Il ne s'agit pas d'une image encore artistique dans un sens un peu colloquial, si vous voulez, de le mot art. Mais l'image architecturale doit toujours prendre en compte la réalité, elle doit presque négocier avec elle. Et pour ces raisons, je soutiens que l'architecture nous invite à concevoir de l'image et donc de la connaissance, pas comme un fait épistémologique, mais plutôt en termes architectoniques. Donc, l'architecture change la manière dans laquelle on peut comprendre la connaissance même. Ça, c'est, je trouve, la chose qu'on peut dire avec toute sa révolution, pour ainsi dire, que j'ai juste décrit. Et comme je disais, l'image architecturale opère en inversion. Elle travaille par cette inversion du objet au projet. Mais, et ça, c'est aussi le point de l'architectonique, cette inversion ne peut être comprise en termes purement linéaires, comme suggéré par les schémas. Précisément comme la multiplication entre vitesse et position dans la physique quantique, il ne s'agit pas d'une inversion commutative. On ne peut pas juste mettre un terme dans la place de l'autre et ça marche. Il faut donc trouver des modèles qui peuvent nous illustrer cette mécanique non linéaire. Dans mes recherches, j'ai plusieurs exemples et modèles de ce que j'appellerais une image architectonique.
Mais aujourd'hui, pour des raisons de temps, je me présenterai qu'un. Mais si vous voulez, à l'intérieur du livre, vous pouvez en trouver plusieurs. Et je peux mentionner, mais les livres aussi téléchargeables gratuitement par le site de l'éditeur parce qu'on l'a mis en open access. Et le modèle qui est tout à fait, qui en tout cas, j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est celui de proposé par les paysagistes et les théoriciens français Gilles Clément dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Aussi, ça, vous la pouvez trouver en ligne. Et une leçon dans laquelle Clément commence par l'introduction de trois concepts, trois images dans ma réception. Donc, euh, on va voir ce qui s'assonde. Donc, la première image est laquelle de paysage. Paysage, Clément dit, désigne ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard. Donc, les paysages est que nous, en tant que corps individuel, pouvons regarder. Pour les non-voyants, ils disent, il s'agit de ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Donc, c'est un type d'image sensible lié au sens. Le paysage, selon Clément, est un objet irréductible à une définition universelle. En théorie, il y a donc autant de paysages à propos d'un site qu'il y a d'individus pour l'interpréter. Donc, l'image est une image essentiellement subjective. Il est impossible de la définir de manière universelle. C'est pour ça que Clément dit, par exemple, le paysage peut être traduit pas traduit, mais transcrit dans un pointure. Donc, une image plutôt artistique aussi dans le sens que je le proposais avant. La deuxième notion dont Clément parle est celle d'environnement. Environnement, Clément dit, elle est juste opposée du paysage en ce qu'il tente de livrer une lecture objective de ce qui nous entoure. Il y a aussi, ils disent, les versants partageables du paysage, ou lecture scientifique fournie par les instruments d'analyse que chacun, quelle que soit sa culture, peut entendre et apprécier de façon comparable. Par exemple, il mentionne l'acidité ou la basicité du sol, donc les pH, la valeur sonore du site, l'émission de la radiation d'un roche, la charge en oxyde, etc. Donc, si le paysage est individuel et subjectif, l'environnement est objectif et on pourrait dire public global. L'environnement donne lieu à ce qu'il appelle un espéranto technique, un langage qui peut être compris n'importe quelle provenance ou région ou planète. Donc, on a environnement dans un côté et paysage dans l'autre. Deux types antinomiques d'images. Donc, d'une part, une image sensible, subjective, locale, privée, presque artistique, les paysages. Dans l'autre, une image, pour ainsi dire, scientifique, objective, intelligible, globale, publique. Comment composer les deux? Ça, c'est la question. Le troisième concept qu'il introduit est celui du jardin. Le jardin, il écrit, échappe aux divisions culturelles. Jardin ne se réfère à l'environnement que pour établir les règles heureuses du jardinage et au paysage pour les seules raisons qu'il ne cesse d'en créer. Donc, les jardins transcendent cette dualité environnement-paysage. Il n'a ni un ni l'autre. Il est, en quelque manière, autonome de les deux, pas autarchique, mais autonome. En même temps, il n'est pas complètement séparé. Il entretient dans son autonomie une relation avec les deux. Il établit, comme il est écrit, il établit des règles dans l'environnement et il engendre les paysages. Donc, dans les jardins, les paysages n'est pas seulement en fait subjectif, mais il devient lui-même un objet, puisqu'il est créé par les jardins comme un objet. En même temps, par l'établissement des règles, les jardins relativisent l'objectivité de l'environnement et aménagent en son sein un espace par la subjectivité. Donc, le jardin est un domaine à la fois qui j'appellerais d'objectivité subjective et de subjectivité objective. Donc, il y a ce mélange entre sujet et objet, pour ainsi dire. Et ce mélange n'est pas seulement en termes de confusion, mais il a un mélange qui est articulé, je dirais, architectoniquement. Ce mélange ne concerne pas seulement sujet-objet aussi, mais aussi, si on réfléchit sur ça, nature et humaine. Donc, là, les jardins
naturel et artificiel se mélangent parce que le jardin est en même temps une architecture artificielle et naturelle. Par exemple, il y a un travail des deux components, des deux acteurs, qui est un travail qui ne peut pas, dans certaines mesures, être clairement distingué, mais qui a une certaine autonomie. Donc, il y a aussi, si vous voulez, une confluence entre vrai et faux, naturel et artificiel. Les deux sont liés à l'autre et liés par l'architecture du jardin. Mais aussi, si on pense, il y a un mélange, il y a une articulation, il y a une proportion entre observer et observateur. Si on pense à la nature comme la chose qu'on observe et l'aspect humain, le point de vue de l'observateur, non? Donc, il n'y a pas, il y a ces regards dans les jardins. Mais il y a, dans une manière intéressante, il n'y a pas, ces regards n'est pas un regard passif, d'une image passive. Pour regarder la nature, il faut la dessiner dans le jardin. Et la nature devra accepter d'apparaître, de se montrer. Donc, il se passe comme un sort, pour citer un autre philosophe français, Michel Serres, un sort de contrat naturel. Donc, et le fait que les jardins est aussi en fait architectural, non? Les jardins est comme il écrit Pier Vittorio Aureli et Maria Sherazade Giudici dans un beau texte qui s'appelle Concise History of Gardens. Le jardin est le premier acte de domestication, le premier acte de domestication de la nature. Donc, il vient l'a priori de la maison même, comme un archétype de l'architecture. Mais aussi, on peut dire aujourd'hui aussi de la connaissance, non? De le regard et de l'image, de la manière dans laquelle on observe la nature et les choses qui doivent être objectives. Et ça qui est intéressant, c'est aussi qu'on voit qu'il n'y a pas précisément cette relation linéaire que je mentionnais tout d'abord. Non, il n'y a pas, dans les jardins, le temps n'est pas simplement linéaire ou chronologique. Les jardins est toujours ouvert, les projets du jardin doivent toujours se confronter avec un temps qui est en même temps chronologique, mais aussi saisonnel et aussi lié à la chance, un temps plutôt météorologique. Donc, il n'y a pas un temps universel, donc comme le temps qu'il y en a dans notre monde, mais aussi un temps localisé. Donc, cette relation entre globalité et localité est aussi, revient aussi dans les temps même du jardin, qui questionne précisément cette linéarité que je mentionnais tout d'abord. Donc, le jardin, comme un modèle d'image architectonique, c'est ce que je voudrais proposer. Clément ne parle pas d'image, mais je prends son modèle, ce genre de triade entre environnement, paysage et jardin. Et ce que je veux proposer est en analogie comprendre pour comprendre ce que veut dire une image architectonique. Donc, une image pas dérivée et trompeuse, mais au contraire constitutive de la connaissance même, qui ne représente pas la connaissance, mais qui est constitutive d'elle. Et donc, celui du jardin, comme je disais, n'est que d'un modèle de cette image. Et j'aurais pu parler, par exemple, de l'icône religieuse selon Pavel Florens, du concept du résidu et du négligeable selon Simone Weil, de l'analogie de la ligne en Platon, du Balzac dans la théosophie du Moyen-Orient, du nomos dans la philosophie de la loi et du nom propre dans la théorie du langage, et un cœur de l'ornement, du sacrifice, du code et de etc. Ça sont tous des différents modèles où on peut trouver ce que je veux appeler un architectonique de l'image. Mais pour ça, je vous invite ou à poser des questions ou aussi à consulter les livres. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui est cet aspect de coexistence ou de mise en proportion de ces deux temps différents. Donc, un temps linéaire, chronologique, et un autre météorique, presque spatial. Non? Donc, ces compositions entre
entre le temps, on peut dire, de l'environnement et le temps du paysage qui trouve un point de rencontre dans les jardins. Et cette mélange, cette rencontre, cette articulation, c'est intéressant pour moi et je trouve pour nous, pour tous nous aujourd'hui, parce que précisément en retournant à la discussion sur le numérique et sur le digital, et aussi, je trouve qu'il est présent aussi dans ces domaines. Non? Donc, le digital a aussi vu aussi la coexistence de ces types différents de temps. So, dans un côté, on a bien sûr une linéarité, si on veut, on a input et output, on a une certaine programmacité, bien sûr, mais de l'autre part, on a aussi un temps plus flou, climatique, entropique, pour ainsi dire. En autre mot, la chose intéressante que je trouve de digital, c'est que notre connaissance, notre histoire ne peut pas seulement digitale aujourd'hui, ne devient pas seulement digitale dans le sens de numérique, mais elle est aussi, dans le moment qu'elle devient digitale, elle devient aussi digitable. Donc, ces traces peuvent toujours être éditées. Non? Donc, il y a comme une ouverture aussi de ce que jusqu'à quelques temps, tout d'abord, on peut penser comme histoire, archéologie, comme quelque chose avec des traces fixes qu'on pouvait toujours lire. Toujours ça aussi change sa nature. Non? Donc, il devient aussi quelque chose qui a plus à faire avec la chance et les probabilités, aussi dans le sens un peu quantique, si on veut. Et donc, des traces qui peuvent toujours être éditées, modifiées, et ça a aussi à faire avec ce qu'on veut avec, par exemple, les fake news, l'intelligence artificielle et tout ça. Et c'est précisément de cette digitabilité du digital qui, dans ma compréhension, met en crise la linéarité et le déterminisme du temps historique et chronologique comme on l'a conçu jusqu'à la modernité. Non, il n'est pas seulement ça, il y a aussi d'autres exemples, mais ça, je trouve que c'est aussi une autre face de ça. Et donc, la digitabilité, le digital aussi nous invite à concevoir encore plus l'image en termes pas dérivatifs, mais architectoniques. Donc, comme quelque chose qui doit plutôt encadrer, contenir et en même temps donner espace à ce type de temps théorique dans une manière précisément similaire à celle du jardin. Et comme je disais, en manière intéressante, les images d'aujourd'hui commencent déjà à jouer un petit peu comme ça. Si on voit par exemple les images générées par la dite intelligence artificielle, pouvons-nous identifier un originel entre ces quatre? Non, il n'y a pas plus vraiment un modèle originel et un rendering. Les quatre sont plus ou moins équivalents. Il y a un certain entropie, si vous voulez, entre les quatre. Donc, dans cette sorte d'image, il ne s'agit pas de représentation en termes de représentation de quelque chose d'original, mais plutôt dans relation ou dans une mise en proportion entre éléments et domaines qui ne sont pas de la même nature. Dans ce cas, le texte et l'image. On a les textes qui, aujourd'hui, on pense encore simplement comme un prompt, mais il y a quelque chose de plus qu'un prompt. Donc, il y a toujours quelque chose de faire un peu de fine-tuning entre, et précisément à proportionner entre texte et image, qui sont de domaines différents, précisément, si vous voulez, comme le paysage et l'environnement. Donc, il y a toujours des domaines en lien qui sont articulés, qui sont mis en proportion entre les deux. Et la question, si vous voulez, aujourd'hui, c'est aussi compenser ces mutations comme les contenir. Hein? Et c'est dans ce sens qu'il s'oriente aussi l'autre volume de la nouvelle ligne qu'on a inaugurée dans l'unité de recherche, donc l'idée de digital comme continent. Donc, si la question à la base de ma recherche, c'était de ne prendre pas l'image comme quelque chose de donné, ici, la question, c'est de ne prendre pas pour les données les rapports entre les contenants et les contenus, mais
les comprendre comme quelque chose qui euh, fait face à une telle relation, la relation entre contenant et contenu, en tant que tâche active, comme mise en proportion encore, dont le digital est au centre. Donc, encore pas de déterminisme ou de linéarité entre les deux, entre contenant et contenu, bah, mais immanence de l'un dans l'autre. Et ça doit être clair maintenant qui ce que je dis aujourd'hui, ce que je vais vous présenter n'est pas dans les territoires de l'architecture ou même de la théorie de l'architecture conçue de manière traditionnelle, si vous voulez, comme une théorie de l'art de bâtir, non? Dans Baukunst, comme on dit à Vienne, ou une res edificatoria, comme disait Alberti dans la Renaissance. Donc, on place plutôt, si vous voulez, de la théorie de l'architecture à quelque chose qui est plus proche en architecture théorétique ou précisément ce qu'on aime appeler architectonique. Donc, un art ou en science dont l'objet n'est pas seulement l'architecture comme fait bâti, mais l'objet, le monde, et donc l'architecture devient plutôt une méthode qu'un objet. Elle devient plutôt absorbée par le domaine de méthode. Et sûrement, je ne vais pas à dire que je suis le premier à faire ça. Pas du tout. Il faut mentionner que cette aptitude n'est pas complètement en lien ou déracinée de l'histoire de l'architecture même. Si on regarde, par exemple, ça vient, ma affinité avec Manfred Otafour, il vient plutôt de ma matrice à Milan, mais Manfred Otafour avait, par exemple, déjà pensé à l'histoire de l'architecture pas seulement comme une histoire de l'architecture, mais aussi comme une architecture de l'histoire. Non? Il y a un concept d'espace historique et d'histoire comme projet. Et précisément ici, ça c'est dans les 1973, il écrivait dans Project Utopia, ce qui nous intéresse, c'est de préciser quelles sont les obligations que le développement capitaliste a retirées de l'architecture. Et donc, qu'est-ce que je trouve? J'ai toujours aimé ce début de son livre, mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de les rendre contemporains. Et je trouve que si pour Tafoui, dans le 1973, l'intérêt, c'était précisément de déterminer quelles obligations sont retirées à l'architecture euh, par le capitalisme, je voudrais dire que pour les théoriciens et les architectes aussi d'aujourd'hui, c'est plutôt de comprendre quel champ ou quelle possibilité étant libérée pour elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vais reprendre les mots d'un collègue, Ludger Hoverstadt, qui est professeur d'architecture à l'ETH. La question n'est pas, par exemple, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs vont retirer à les architectes, mais plutôt, comme il écrit, what is architecture if computers can do what we think architecture is? Donc, qu'est-ce que c'est l'architecture si les ordinateurs peuvent faire ce que nous pensons être architecture? Ça, c'est la question. Je trouve que c'est intéressant comme théoricien de l'architecture aussi de poser. Et les projets inaugurés avec ces deux livres veulent chercher de répondre précisément, ou de commencer au moins à répondre précisément à ces questions. Merci. S'il y a des questions, je vous invite à lever la main et les poser. Je peux essayer, mais c'est pas tout à fait formulé en fait. Mais en fait, je terminé sur un petit peu le AI et tout ça. Mm-hmm. Et je me demande si la transition d'une image composée, donc soit versus une image qui est générée, Mm-hmm. quelle est son influence sur justement toute cette
architectonique de l'image. Mhm. Euh, ouais, vous entendez quoi pour composer plus précisément? Comme en peinture? Oui, oui, Mhm. exactement. Mhm. Une conscience derrière la production de cette image-là, malgré le fait qu'elle peut être imaginative et en fait mettre de l'avant quelque chose qui n'était pas. Mhm. Ce que je trouve intéressant, une chose que j'aime pas faire est dire toujours qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement nouveau. J'aime bien, c'est peut-être aussi ma formation un peu d'historicien de l'architecture, c'est de dire qu'il y a toujours des échos qu'on peut trouver dans le passé, mais ce que je trouve qui pourra être intéressant à étudier dans cette nouvelle forme, c'est précisément le fait aussi que Lyotard mentionne, c'est le fait que ce genre de composition ne dépend pas, n'est pas un fait subjectif de l'auteur. Il n'y a pas un conseil d'autorité individuelle, mais il y a quelque chose qui devient extériorisé et donc devient dans certaines manières aussi un fait physique. Non? Donc, c'est intéressant d'aller étudier aussi comme un fait physique. Donc, si, c'est aussi, je trouve, un bon chance pour un peu abandonner et oui, abandonner cette distinction, si on veut, entre art et science qu'on avait jusqu'à quelques années. Donc avoir la science dans l'art et l'art dans la science, mais pas dans une manière où on explique l'autre, mais une manière où l'architecture précisément trouve sa position fondamentale parce qu'elle est quelque chose, il y a une compénétration qui ne peut pas être objet d'une explication épistémologique dans ce sens. Ouais. Ouais. En présentation, on parlait beaucoup comme de la nature de l'image, même cette idée de jardin qui met à l'image en tant que telle. Et moi, je me questionne aussi sur la diffusion de ces images-là. Je pense que les algorithmes, justement, ça, on entend un peu à la fin de l'ouverture, mais les algorithmes génèrent cette diffusion-là. Euh, je n'ai pas compris. Les algorithmes? Dans le fond, que ce soit Instagram, que ce soit Disney ou d'autres choses, finalement, les termes de cette diffusion-là, c'est pas un curation. Il n'y a pas personne qui curate. Il y a une partie qui est curatée, mais une fois que c'est lancé après ça, c'est ce que toi, tu observes comme image dépend de ta boucle itérative, de ton algorithme à toi. Mais je me demande justement, on a moins traité aujourd'hui, mais est-ce que justement cette idée-là de jardin ne devient pas même une idée pour l'ensemble de cet univers-là d'images, dans le fond, qui se diffuse, le jardin planétaire de Clément, c'est un peu ça. On le façonne au début, puis on le laisse croître par l'humain, puis se génère par l'humain, les choses évoluent. Est-ce que c'est pas un peu est-ce que justement, on parle de jardin pour l'image en tant qu'unité, mais en tant que monde, toutes les images, est-ce qu'il y avait ce parallèle-là, comme cette descente-là un peu en fractal, de la fond, à tous les instants? Ouais. Ouais, non, je trouve que la difficulté que j'avais rencontrée dans la conception de l'image dans laquelle je la voulais proposer, c'est que c'est une sorte d'image qui ne peut pas être vue. Donc, il est une sorte d'image de transparence dans ce sens. Non? Et, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé l'analogie avec les jardins intéressant. Les jardins, précisément, comme quelque chose qui n'est pas ni paysage ni environnement, mais qui mettent en proportion les deux. Et au niveau ouais, c'est que je n'ai pas mentionné, que je trouve peut-être qui peut répondre à votre question, c'est que dans le jardin, il y a comme un contrat avec la nature qui vient comme un sorte de génie naturel. Non? Mais je me demande, et ça c'est un peu la deuxième étape de ma recherche, si cette intelligence artificielle qui a à faire avec tout à fait de la chance et la probabilité n'est aussi en manière d'encadrer ce génie naturel, donc qui est précisément devient en sorte de curation, euh, qui est la même curation qui peut se passer dans les jardins. Non? C'est ce genre de cultivation qui n'est pas directement productif. Donc,
je me demande si ce genre des algorithmes pourraient être aussi des instruments de jardinage dans ce sens. Donc, et de les concevoir comme ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est important, je trouve aussi, de commencer à concevoir ces choses comme, pas comme des outils, mais comme des instruments. Et je trouve la différence, c'est important parce que avec des outils, on a toujours, c'est un peu linéarité, si tu veux, genre, ouais, je veux pas parler mal des ingénieurs, mais un peu, pas architectural, mais plus vers dans une solution des problèmes, donc pas plus ingénieristique. Euh, et c'est que je trouve c'est l'opportunité, la liberté que ce type d'image nous donne, c'est précisément de la concevoir en termes d'instrument, donc quelque chose qui peut être joué. Et aussi, ce qui est intéressant aussi dans l'instrument, c'est que dans les moments que tu joues un instrument, tu deviens quelqu'un d'autre. Non? Donc, dans le moment que je joue le piano, je deviens pianiste. Hein? Voilà. Si je joue un outil, je ne suis pas martelliste, je ne sais pas comment, marteauiste. Donc, aussi, il y a aussi ce mélange entre objet et sujet. Et il y a aussi, ce qui est important de ça, c'est qu'il y a tous en dimension pas morale, mais éthique qui apparaître de ça. Parce que en jouant, en jouant le rôle de quelqu'un qui joue un instrument, j'ai une responsabilité qui n'est pas seulement la responsabilité privée, mais de quelqu'un qui a en personne, dans le sens aussi de masque public. Et dans ce sens aussi, je trouve que ça a beaucoup à faire avec le rôle de l'architecte et de l'architecture comme quelque chose qui est pas seulement en médiation, mais en articulation entre les privés et les publics. Non? So, ouais. Ouais. Beaucoup de questions que je vais me poser pour moi-même, mais pour vous, j'en ai peut-être deux. Parce que c'est ça, on a vu, rapidement tu apprends, mais même votre présentation, il y a plusieurs images. Hein, et c'est ça qui est étonnant pour mais enfin, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les images, ils viennent pas seules. Ils viennent toujours en série, ou en tout cas par groupe. Évidemment, dans l'histoire, il y a des triptyques, il y a des images qui sont pensées. Il y a vraiment un basculement, j'imagine, avec le cinéma. Mais comment vous gérez ou pensez cette pensée de l'image, que finalement, l'image aujourd'hui est toujours enserrée, disons, avec d'autres images. Et comment, parce que c'est vraiment par la présentation, on a ce genre d'étalement d'une série de photos devant nous, et là, ça nous donne complètement un autre regard sur ce qu'on voit et même sur la connaissance, de la manière dont on fait ça. Je me demandais s'il y avait une réflexion par rapport à cette pensée de l'image, mais en série, en tout cas à plusieurs, parce qu'on a toujours fait plusieurs images. Il y a une autre question qui est beaucoup plus large, mais c'est la question que je pose beaucoup, la question que je me pose, c'est ça, on a compris dans quelle époque vivons-nous, on est plus moderne, ça c'est sûr, donc on est post-moderne, en tout cas on se pose la question, et c'est vrai que plusieurs penseurs, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est toujours facile de retourner, pas facile, mais on voit jusqu'aux années 60, toutes les gens qui ont parlé on retrouve ce dilemme de dire c'est ni environnement, c'est ni paysage, c'est ni objet, c'est ni sujet. Et donc, à chaque fois, on essaie de renverser ces questionnements, donc de subjectiver l'objectivité ou objectiver la subjectivité. On a déjà fait plusieurs fois. Et donc, là, moi, je me dis, moi, c'est ça, je suis peut-être moins optimiste, mais quand on dit c'est l'ordinateur qui va nous permettre, disons, de repenser, de nous donner des pistes là-dessus, je me posais des questions. Moi, je travaille là-dessus depuis longtemps et moi, je suis de moins en moins optimiste que l'ordinateur va nous apprendre quelque chose sur sur notre manière de penser. C'est ça que toutes les gens de l'intelligence artificielle, le Kuhn et tout ça, qu'on dit. C'est pas pour. L'intelligence artificielle va nous servir à avoir une vision augmentée de l'intelligence. On pourrait le répéter pour l'image et tout ça, je suis d'accord, mais je ne sais pas.
J'ai des doutes, donc je ne sais pas comment on pourrait. Ouais. Vous voyez ça comment, ouais. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Comme j'avais dit aussi, ouais, je suis pas enthousiaste par ce type d'explications qui sont un peu techno-optimistes, là, un genre. Je trouve toujours qu'il y a un risque d'idéologiser cette chose, non? Donc, mais aussi le contraire, aussi le cas. Mais la manière, par exemple, dans laquelle je suis rentré dans ces recherches, c'était pas du tout l'informatique et la théorie de l'information, qui est quelque chose qui j'ai un peu avec que j'ai un peu rencontré avec ma supervisor, directrice de thèse, Vera Bultmann. Mais ma première réflexion, c'était sur la, hum, sur la philosophie médiévale. Donc, je commençais à penser ce type d'image à travers les écrits d'Averroès et en fait d'Emmanuel Ecocha sur Averroès, sur Averroès, sur la question des images au niveau philosophique et théologique et théosophique. Donc, cette question un peu complètement distante de tout ce qui est ordinateur. Mais ce que j'ai trouvé puissant, c'est qu'avec ce type de résonance, on pouvait construire des modèles qui fonctionnaient aussi pour aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse. Euh, et oui, donc dans ces cas, je suis pas, je dirais pas qu'on peut, que l'ordinateur va nous apprendre quelque chose de complètement inaudit, quelque chose de nouveau, mais pourquoi pas ne chercher d'apprendre quelque chose de la correspondance entre ordinateur et philosophie médiévale, par exemple. Non? Donc, c'est ça aussi, je trouve, l'intérêt de penser à la connaissance de l'histoire de manière architecturale, hein, comme ces jeux de correspondance qui peut bâtir et construire un cadre de travail dans ce sens. Par rapport à la question de l'image en série, c'est que je trouve intéressant du concept de l'image. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis au centre de ma recherche. Maintenant, je sais bouger un peu l'image en de plusieurs concepts, mais c'est précisément le fait que l'image est en copie. Donc, elle peut être copiée et reproduite aussi en série dans ce sens et n'est pas jamais quelque chose de unique, originel. Donc, il est précisément quelque chose, si on veut, sens aura dans ce sens, mais qui a à faire aussi avec un certain aura dans le sens de Benjamin. Ceci dit, je trouve que peut-être le concept de série aujourd'hui peut être aussi euh, un peu misleading peut-être parce que je trouve que série va plutôt vers il est plutôt un mot qui a dans un vocabulaire de production et je trouve qu'aujourd'hui parler de production n'encadre pas les choses dans les termes que j'ai expliqué de physique de la communication. Donc, c'est plus intéressant de parler des communications des productions. Non? Donc, dans ce sens, alors la série n'est pas une série avec un nombre de choses où le nombre mais il est plus intéressant de parler abstraire, c'est abstraire dans les nombres comme un intègre, mais plutôt parler pas des calculs, mais des mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'elle est, par exemple, la mathématique quand elle n'est pas la même chose avec les calculs. Donc, je trouve que c'est toujours un peu le shift ou la chose qui on doit chercher
oui, les mouvements qu'on doit chercher de faire aujourd'hui pour accueillir cette transformation de manière qui n'est pas seulement critique dans un sens peut-être aussi pas complètement, dans certaines manières aussi dans le sens qui Tafour avait fait, donc pas commençant dans un projet de crise, donc pas de parler toujours des impossibilités, des crises, des silences, mais pour dire, OK, on peut peut-être être heureux et faire quelque chose. Non? Donc, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très architectural. Ouais. Ouais. Bon, en fait, ça suit un peu la question entière. C'est plus aujourd'hui la façon dont on interagit avec l'image est très, très, très polluée et mélangée avec à la fois des images qui seraient comme objectives, subjectives et architectoniques. Tu sais, on interagit, mettons, sur Instagram, puis on voit un rendu architectural, mais on voit tout autant des trucs qui sont réels, des trucs qui sont complètement artistiques, le tout est comme confondu. Puis vous parliez d'éditabilité, de AI, tout ça, mais d'outils de jardinage, mais j'ai de la misère à voir, mettons, dans une telle perte de contrôle, comment maintenir sur ce qu'on aimait, disons, l'architecture dans le monde, comment, je ne sais pas comment maintenir, comment trouver l'utilité de son outil là-dedans, comment, ici, les fake news et tout est éditable, où est la pertinence de... Oui, je trouve que dans certaines manières, il faut un peu laisser les contrôles. Pas chercher. Si on cherche de tout contrôler, il y a qui faillite. Donc, et c'est pour ça que je trouve que c'est important et intéressant de chercher des modèles qui nous enseignent comme exercer une certaine responsabilité sans chercher de tout contrôler ou de chercher de linéariser tout dans le sens de dire c'est quoi la hauteur. Je trouve que c'est un peu une utopie ou un peu une sorte d'entreprise impossible de chercher aussi à l'université. Maintenant, on a tous ce genre de policies sur les textes générés par l'intelligence artificielle, de chercher de voir si les étudiants vont écrire quelque chose avec ChatGPT et chercher presque de le criminaliser, c'est un bataille perdue. Donc, je trouve plus intéressant de dire, OK, on va travailler avec ça, mais comme travailler avec ça dans une manière qui peut être intéressant, qui peut être quelque chose où on externalise ce genre de savoirs ou des savoir-faire plus que des savoirs, mais qu'est-ce qu'on gagne, non? Donc, c'est précisément dans une certaine manière, comme dans la Renaissance, on a externalisé un certain nombre de choses, on a adopté les dessins et on a inventé tout un nouveau environnement dans la même manière. Donc, comme trouver précisément ce genre de savoir-faire, des connaissances architectoniques ou architecturales, ça doit discuter, mais dans ce contexte, non? Donc, comme ne cherchez pas d'être dans ce sens, comme chercher d'être théologique et pas théocratique, dans ce sens, donc ne pas être complètement rigide au niveau des règles. Et c'est pour ça aussi, par exemple, que les domaines de la philosophie de la loi est aussi intéressant à voir parce que aussi, ça, c'est quelque chose c'est un champ qui se demande bien sûr où reste la légitimation des choses. Et la légitimation est toujours quelque chose de construit, mais pas seulement construit au niveau social, mais comme un contrat avec un sort d'inconnu. Donc, et ça, je pense qui ne peut que
nous forcer d'une certaine manière à ne pas chercher de tout contrôler. Donc, c'est ça, les jardins est intéressant pour cet aspect météorique de qui j'ai parlé. Non? Il y a de la chance. Et on doit faire comme un contrat avec la nature et on doit attendre que la nature nous réponde pour bâtir les jardins ensemble. Donc, ça me permet de clarifier dans ce cas, mais justement de cette perte de contrôle-là, puis de ne pas essayer de te contrôler, mais toutefois de le catégoriser par la suite. Est-ce que ça ne serait pas de tenter de donner une certaine rigidité tout de même? Dans quel sens? Ben, le fait de classer, disons, ça comme étant, OK, ça c'est acheté de données, puis ça c'est image, ça c'est. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas justement retenir l'entropie et les rigidifier? Ah ouais, OK. Non, oui, ça doit être évité, bien sûr. Ça, c'est aussi je trouve que une autre chose qui devient importante dans ces contextes, c'est la rhétorique. Donc, la manière dans laquelle on articule les choses, et une rhétorique pas dans un sens de faux discours, mais précisément comme on parle en public et comme on articule les choses. Et la rhétorique là aussi passe aussi par l'image. Et je trouve que ce genre de contrastes sont inévitables pour livrer un message, mais la chose un peu difficile, par exemple aussi pour moi à faire, euh, c'est le fait que dans ces cadres qui, ouais, dans la mécanique dans laquelle les choses qui cherchent fonctionnent, les antinomies ne sont jamais, sont toujours des instruments, mais sont jamais ontologiques. Non? Donc, quand je dis ça c'est comme ça et pas comme ça, est une image qui doit toujours être brûlée. Non? Donc, ça peut être tous les deux en même temps, mais pour la communication de maintenant, les contrastes sont intéressants. Et c'est les contrastes, c'est la relation entre les choses qui est intéressante, pas le fait qu'une est vrai, l'autre est faux. Et c'est aussi ça un peu la difficulté, je trouve, aussi par la manière dans laquelle on étudie à l'école et tout ça, visiblement. Ce rapport de perte de contrôle, on parle de la crise, c'est une situation, mais justement, la crise, la perte de contrôle, est-ce que ça ne nous amène pas justement à une situation, puisque vous parlez d'entropie, loin de l'équilibre pour arriver justement à créer une entropie négative par une auto-organisation de ce système-là? Vous disiez que la perte de contrôle crée un entropie. Justement, parce que là, on dit que le système, justement, est en train de glisser. On est en moment de crise, donc on analyse, on réagit face à ça, mais est-ce que justement, on ne peut pas se permettre de laisser aller jusqu'au moment où le système perd son équilibre pour renverser dans une négantropie? Donc, avoir comme une attitude passive, j'ai juste regardé, je ne pas comprendre. Je ne sais pas si ça laisser la chance de voir si quelque chose à non, je pense que ça qui est intéressant, c'est de trouver comme des masques, peut-être. Je sais pas, Michael est aussi un fan des masques, mais qui nous permettent de jouer pas précisément pas dans ce genre d'opposition entre active et passive. Par exemple, la masse du jardinier. C'est quoi le jardinier? N'est pas le propriétaire du jardin. Donc, ils sont comme des caractères aussi dans la manière dans laquelle on a vu aujourd'hui, il y avait les studios, donc les caractères de Michel Serres, de ce genre de dramatisation aussi, c'est important. Mais pas seulement pour être en dramatisation, pour être aussi des masques qui sont aussi politiques et publiques. Donc, mon intérêt aussi, c'est de trouver de refonder ou de retrouver la qualité ou la nature politique de l'architecture, pas seulement au niveau politique de la politique de chaque jour, mais vraiment comme catégorie philosophique, non? Donc, la politique. Et ça, je trouve, demande aussi l'invention des rôles et des masques qui sont des rôles et des masques représentatifs, pas dans le sens de l'image dérivée, mais qui sont précisément des rôles actifs et publics. Non? Donc,
et qui doivent jouer l'un avec l'autre. Donc, pour répondre à la question, je me demande c'est quoi la masse de celui qui attend quelque chose qui passe ou intervient. Donc, je trouve que c'est encore un peu un masque un peu trop négatif positif, juste ce terme un peu trop antinomique, ouais, ou binaire dans ce cas-là. Ouais. Ouais. J'avais envie de rebondir un peu en croisant sur l'ensemble de ces questions qui sont générées par votre conférence. Merci énormément de cette conférence. Et moi, j'en viens à me demander s'il n'y a pas justement un regard optimiste par rapport parce que vous avez parlé donc d'emblée donc, de cette image qui trompe la clarté. Et finalement, ce désir de transparence a été lié à l'échec parce que l'image va constamment lier cette clarté-là. Vous avez parlé d'une image qui invente la réalité. Et je pense que c'est une manière de dire les choses qui est très, très actuelle de nos jours. De parler de Canaletto, finalement, on a une image composée, donc on est composé d'une réalité et qui certainement, disons, fait croire beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et même encore aujourd'hui, je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont rechercher cette vue. Cette vue-là qui n'existe pas. Ouais. Donc, on a été trompés d'une certaine manière. Et on est en relation finalement, ça m'a parlé des images génériques, et voir finalement où on se situe dans ça. Et au final, l'image générique est une image cultivée. Donc, on finit par générer tout ça à partir de 12 images et d'une espèce d'intelligence collective comme ça sur Internet. Donc, tout ça mène à me dire que finalement, effectivement, on tombe dans une surproduction de l'image. Et là, l'image, on dirait, commence à l'emporter sur cette vérité. L'image, finalement, nous en de moins en moins. Ce sont de moins en moins des images réelles. D'une certaine manière, on en a de plus en plus qui ne sont pas réelles. On a entraîné des systèmes qui nous permettent d'en générer à très grande vitesse. Mais j'en viens à me dire qu'au fond, on est en train de s'entraîner nous-mêmes parce qu'on est capable aussi de diagnostiquer pas facilement, mais on est en train d'utiliser notre œil aussi à se poser la question, dès qu'on voit une image, est-ce que c'est réel? Et là, ce qu'on voit finalement, surtout, je m'intéresse à l'image médiatique. Donc, l'image médiatique, très souvent, elle doit être débusquée. Et pas seulement par des experts, mais par des gens finalement qui sont tellement habitués de voir une image et même d'en générer nous-mêmes, qu'on devient très, très critique de ça. Et puis, on en arrive par exemple l'image de Kate Middleton qui met en scène comme ça, c'est vie parfait. D'un coup, comme on arrive à dire à notre système entraîné, oh, je sais que tu m'as menti, mais là, tout d'un coup, le voile se lève et on connaît la vérité. Donc, je me rends compte qu'au fond, peut-être, je pose l'hypothèse, je voudrais savoir ce que vous en pensez, est-ce qu'on n'est pas en train de s'entraîner nous-mêmes aussi à diagnostiquer les images qu'on produit? Oui, mais je pense qu'en même temps, je trouve toujours un peu risqué de parler des réalités, spécialement aujourd'hui, spécialement avec la physique quantistique et tout ça. Quand mes étudiants écrivent réalité ou disent de réalité, je dis ça veut dire quoi la réalité? C'est quoi la réalité, non? Donc, et vérité aussi, vérité, presque une catégorie divine, non? Donc, aussi les philosophes, on ne peut pas parler de vérité. Vérité est un mot presque prohibé. Mais réalité est un peu la nouvelle vérité dans ce sens, et aussi dans les domaines académiques et scientifiques, souvent, comme vous disiez, on travaille dans ce sens. C'est aussi ouais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut toujours avoir un certain critique vers ça. Et ce que je veux dire, ouais, non, c'est qui oui, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de parler, par exemple, du réel comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas percevoir,
Et donc aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a une connexion, si on veut, avec les domaines de la théologie, parce qu'il y a quelque chose de divin qui échappe à notre sensibilité, mais quelque chose qu'on peut accueillir. Donc, comme les génies naturels et tous ces différents nombres, je trouve qu'ils sont intéressants à voir précisément dans cet aspect. Et peut-être, je ne sais pas si ça aide dans le domaine des images médias et de l'entraînage, mais au niveau physique, une chose qui est intéressante à penser, c'est la différence entre invariance et constante. Parce que souvent, on pense les deux comme la même chose. Donc, on pense à la constante comme quelque chose qu'on peut calculer. Mais la chose intéressante de l'énergie, par exemple, dans les lois physiques, c'est que l'énergie, c'est un invariant. Ça veut dire qu'il ne change pas, mais n'est pas en constante. Donc, on n'a pas un nombre. Elle n'est pas en ressource, elle est comme en source. On peut toujours la récodifier. Donc, on peut toujours donner de nouvelles images et donc elle peut toujours augmenter dans ce sens. Donc, il y a aussi une augmentation et il y a aussi une autorité, un authorship dans ce sens, dans le sens d'augmentation, mais qui n'est pas quelque chose qu'on peut calculer en avance, donc dont on ne peut pas avoir en vérité ontologique précise. Et ouais, je ne sais pas si, je n'ai jamais testé cet exemple, mais je me souviens quand j'étais petite, on avait cet ordinateur avec un truc comme ça qui était non, pas même un gigabyte ou quelque chose comme ça, mais non, ça c'est 2 terabytes. Donc, ça aussi, c'est un peu pour moi l'image de l'invariance. Donc, ouais, on a une invariance des choses, mais la constante ou la dimension des choses peut toujours changer dans cette invariance. Donc, aussi, ça, c'est la différence entre ressources et sources. Non? Donc, les sources vont toujours être réencryptées. Et donc, on peut toujours améliorer et trouver des différentes économies dans la même, ouais, pas dans la même, dans cette invariance. Non? Donc, ça aussi, ça change aussi, c'est important. Je ne suis pas beaucoup dans ce discours, mais je pense que c'est intéressant à voir aussi dans le discours, par exemple, de le climat. Non? Donc, de pas, précisément pour ne pas chercher de tout contrôler, de dire, OK, tout fait parce que comme ça, on passe, je pense, de l'éthique à la morale. Et ça, c'est toujours un peu ça, quand on passe de l'éthique à la morale, je pense que l'architecture n'est pas plus là. Donc, on est dans un autre domaine. Donc, je trouve plutôt intéressant aller de la morale à l'éthique. Oui, j'aurais envie de continuer la discussion. Et là, ça fait plus qu'une trentaine de minutes qu'on discute. Donc, je pense que c'est une expérience réussie. Merci beaucoup, Ricardo. Merci pour votre question.